Nous avons vu en guise d'introduction les différentes étapes qui permettent d'aboutir à la création d'un programme. Nous savons qu'il faut commencer par réfléchir, conceptualiser, imaginer la séquence d'instructions que nous voulons mettre en œuvre. Ensuite, il va falloir traduire cette conception dans un langage de programmation, comme Java. On passera ensuite par différentes phases de compilation, de tests, pour finalement aboutir à la création d'un programme exécutable sur un ordinateur. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et commencer à mettre en place les briques de base qui nous permettront de commencer à écrire de petits programmes Java à partir d'une conception. Un programme n'est en fait rien d'autre qu'une séquence d'instructions opérant sur des données. La notion de séquence d'instructions est assimilable à celle de traitement. Les traitements opèrent sur les données, ils peuvent par exemple en modifier les valeurs. À leur tour, les données ont une influence sur les traitements puisque, en fonction de la nature de ces données, différents types de traitements vont être entrepris. Supposons par exemple que je souhaite écrire un petit programme capable de résoudre une équation du second degré de cette nature. Donc je vais commencer à réfléchir à la séquence d'instructions à mettre en œuvre et la première chose raisonnable à faire est sans doute de demander à l'utilisateur de fournir les coefficients B et C qui vont me permettre de savoir concrètement quelle équation je suis en train de résoudre. Donc j'ai à disposition maintenant mes premières données. À partir de ces données, je peux commencer à faire d'autres traitements, comme par exemple le calcul du delta. Ensuite, en fonction de la valeur de ce delta, entreprendre différents traitements. Par exemple, si le delta est négatif, je vais simplement afficher qu'il n'y a pas de solution. Sinon, il faudra traiter les autres cas. Par exemple, si le delta est nul, alors je peux calculer la solution unique et afficher cette solution. Et sinon, alors j'ai le cas des deux racines que je ne vais pas traiter ici de façon explicite. Ici, on peut voir très clairement que les traitements ont une incidence sur les données. Par exemple, ici, je réalise un petit traitement qui consiste à calculer une expression arithmétique. Ce traitement a une incidence sur les données, puisqu'ici, il va calculer une nouvelle donnée qui est delta. Dans l'autre sens, on voit également que les données influent sur les traitements. Typiquement ici, en fonction de la valeur du delta, je vais entreprendre différentes actions. Je peux faire sur cet exemple deux observations importantes. La première est que la notion d'expression est tout à fait fondamentale pour pouvoir commencer à exprimer des traitements. Donc la notion d'expression va être un volet que nous allons aborder dans le cadre de ce cours. Un deuxième aspect est lié à la notion de donnée. Ici, la donnée b carré moins 4c est stockée dans un réceptacle qui s'appelle delta. J'ai besoin d'associer à cette donnée le nom delta parce que j'utilise ce delta à plusieurs endroits dans mon programme. Et donc, je veux pouvoir retrouver cette donnée à chaque fois que j'en ai besoin. Donc, le fait d'associer un nom à une donnée, delta à b carré moins 4c, est concrètement ce qu'on va appeler en programmation la notion de variable. Et c'est ce volet qui va nous occuper dans le cadre de cette vidéo. Le but de ce cours d'introduction est d'introduire toutes les briques de base permettant de formuler des traitements de base et de manipuler des données de façon adéquate. Donc nous avons vu dans l'exemple qui précède l'importance de la notion d'expression, à laquelle est associée la notion d'opérateur et que nous allons couvrir un petit peu plus tard dans le cours. Et aujourd'hui, un des aspects que nous allons couvrir est la notion de variable qui est associée à la notion de données. La notion de variable va me permettre d'associer des données à un nom dans un programme. Et vous avez ici un petit aperçu du reste des fondamentaux que nous allons étudier tout au long de ce cours d'introduction à la programmation. Une variable en programmation est donc une zone en mémoire qui possède un nom, ce qu'on va appeler usuellement un identificateur, dans laquelle on va pouvoir stocker une valeur, ce que l'on peut voir ici, et une chose tout à fait fondamentale à laquelle on doit associer un type. Donc Java est un langage qui est exigeant sur le fait de spécifier le type des données que l'on souhaite manipuler. Donc dès l'instant où on souhaite utiliser une variable, une zone nommée en mémoire, il va être nécessaire de spécifier son type, quel genre de données exactement on veut utiliser. Par exemple, il peut m'être nécessaire d'utiliser des données de type entier, de type chaîne de caractères. Et à chaque fois que je souhaite manipuler des données d'un
d'un genre particulier, je vais devoir le spécifier au travers du type. Donc, que faire ici dans un programme Java si je souhaite déclarer une variable, mémoriser une donnée au travers d'une variable? Donc, vous avez sous les yeux une petite coquille de programme prête à accueillir des instructions et je vais déclarer une variable. Je dois d'abord décider du nom qu'elle doit avoir, donc si possible un nom qui soit parlant, qui dise quelque chose. Ici, j'appelle ce nom nombre. Je dois décider d'une valeur initiale, ici par exemple 4. Et bien sûr, en Java, je suis dans la nécessité de spécifier le type. Ici, je vais préciser que nombre est un entier, et en Java, on écrit entier int. La ligne de code que je viens d'écrire dans l'éditeur correspond en fait à ce que l'on appelle une déclaration de variable. On doit déclarer dans le programme le fait que l'on souhaite utiliser une variable d'un type donné. Et vous avez ici sous les yeux deux exemples de déclaration valide de variables en Java. Dans le premier cas, on donne une valeur initiale à la variable au moment où on la déclare, et dans le second cas, on se contente de déclarer la variable sans pour autant lui donner une valeur de départ. Et on retrouve ici les éléments fondamentaux de la syntaxe que j'ai introduit tout à l'heure. Le type de la variable doit impérativement être spécifié et évidemment ce qu'on appelle son nom, son identificateur. Donc comme nous venons de le voir, au moment de sa déclaration, une variable peut être initialisée, c'est-à-dire qu'on peut lui attribuer une valeur de départ, ce qui correspond à cette situation en mémoire. Et ce qui correspond à quelque chose de souhaitable, il est toujours souhaitable qu'une variable ait une valeur connue. Nous venons donc de voir qu'il est tout à fait possible en Java de déclarer une variable sans pour autant lui donner de valeur initiale. Donc ici, je suis en train de déclarer une variable n carré de type int. Je ne lui donne pas de valeur de départ et donc ceci correspond à cette situation en mémoire. J'ai une variable n carré qui ne stocke rien de connu. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que Java ne permet pas dans un programme l'utilisation d'une variable non initialisée. Donc si l'on imagine qu'après avoir déclaré cette variable n carré, je souhaite en faire afficher la valeur, ici j'anticipe un petit peu sur une des séquences suivantes qui va vous montrer comment afficher une valeur. Donc l'affichage de la variable n carré va se faire selon ce format-là. Donc si j'essaye après la déclaration de la variable directement d'en faire afficher le contenu, eh bien je vais avoir une erreur à la compilation. Le compilateur va me rappeler à l'ordre en me disant que n carré n'est pas initialisé. Et du coup, je ne peux pas l'utiliser. Donc ceci présuppose toutefois que, après avoir déclaré une variable sans lui donner de valeur, j'ai la possibilité de quand même lui donner une valeur plus tard. Donc c'est ce que nous allons voir dans ce qui suit de la séquence, où nous allons voir la notion d'affectation, où il va être possible, donc après cette instruction, de modifier ou de mettre une valeur dans la variable n carré, par ce qu'on appelle l'affectation. Concernant les types, nous avons déjà eu l'occasion de croiser dans les exemples précédents le type entier, qui en Java s'écrit int. Donc si je veux utiliser une donnée qui correspond à un entier, je vais utiliser le type int. Bien évidemment, il existe d'autres types utilisables. Par exemple, si je souhaite utiliser des nombres décimaux, je peux utiliser le type prédéfini double, qui va justement me permettre de travailler avec des variables de type décimal. Donc, ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'une fois qu'on fait une déclaration de cette nature, chaque variable déclarée possède un type et ce type va rester inchangé tout au long du programme. On ne peut pas changer le type de la variable une fois la déclaration faite. Ce qui veut dire concrètement ici que la variable n ne peut contenir que des entiers, la variable x ne peut contenir que des nombres décimaux. Pour résumer ce que nous venons de voir, la déclaration d'une variable en Java se fait selon la syntaxe suivante. Il faut préciser le type de la variable, suivi de son identificateur, de son nom, et ne pas oublier le fameux petit point-virgule qui clôt l'instruction de déclaration. Nous avons également vu qu'il était toujours souhaitable de donner une valeur de départ à notre variable au moment de sa déclaration. Donc nous allons plutôt privilégier une instruction de déclaration-initialisation qui prend l'allure suivante. Type de la variable, suivi de son nom, et puis après le égal, sa valeur de départ. Toujours le petit point-virgule à la fin pour clore l'instruction de déclaration-initialisation. Alors une fois le type de la variable défini, il est clair qu'il ne peut plus changer plus tard.
Il est licite en Java de déclarer plusieurs variables sur une même ligne. Donc on va déclarer sur une même ligne des variables du même type, ce qui veut dire que l'on ne spécifie le type qu'une seule fois. Ici on a la déclaration de deux variables P et Q de type entier et on sépare la déclaration des différentes variables au moyen de la virgule. Vous avez ici un second exemple où je déclare deux doubles sur la même ligne. La différence avec l'exemple précédent est que pour Y, je ne donne pas de valeur initiale, ce qui est aussi possible. Donc en termes de méthodologie, gardez à l'esprit qu'il ne faut pas abuser de ce genre de tournures car elles peuvent nuire à la lisibilité du programme. Il existe un certain nombre de règles à respecter lorsque l'on choisit un identificateur pour une variable. Il faudra faire en sorte que cet identificateur soit constitué uniquement de lettres, de chiffres ou de l'un des symboles spéciaux soulignés ou $. Le premier caractère doit nécessairement être une lettre. Il peut aussi être l'un des symboles spéciaux soulignés ou $, mais cela ne fait pas partie des conventions usuellement utilisées par les programmeurs Java, dont nous allons reparler un petit peu plus loin. Bien entendu, l'identificateur ne doit pas être un mot-clé réservé du langage Java. Et puis, les majuscules et minuscules sont autorisées, mais elles ne sont pas équivalentes. Par exemple, si je choisis l'identificateur ligne commençant par un petit L, il n'est pas équivalent à l'identificateur ligne commençant avec un grand L. Vous avez donc ici des exemples typiques d'identificateurs valides. Ici constitué d'un ensemble de lettres uniquement, ici constitué d'un ensemble de lettres et de chiffres. Et ici, vous avez un certain nombre d'identificateurs invalides. Ici, un identificateur, bien entendu, ne peut pas contenir d'espace, ni le symbole moins, et ne peut pas commencer par un chiffre. Donc en plus des règles de nommage imposées par le langage Java et qu'il faut strictement respecter, il existe un certain nombre de conventions usuelles qui, elles, ne sont pas requises par le compilateur, mais que néanmoins la plupart des programmeurs Java respectent. Donc typiquement, vous trouverez le nommage des variables sous cette forme-là. Donc si le nom de la variable, l'identificateur, est constitué de plusieurs mots, on va séparer les mots en commençant chacun des mots par une majuscule et avec la convention que tout identificateur de variable commence plutôt par une minuscule. Donc vous allez trouver ce genre de tournure plutôt que celle-ci qui commence par une majuscule ou celle-là où on utilise des soulignés. Nous avons donc vu que la notion de type était essentielle pour déclarer une variable en Java. Les deux types élémentaires à disposition pour manipuler des données numériques, c'est-à-dire pour déclarer des variables de type numérique, sont int et double, que nous avons eu l'occasion de croiser dans divers exemples précédemment. Alors bien évidemment, il existe de nombreux autres types prédéfinis. À titre d'exemple, si dans un programme j'ai besoin de manipuler les caractères usuels de l'alphabet, comme par exemple A et Z, eh bien je peux avoir recours au type char, au type prédéfini char. Nous aurons l'occasion tout au long du cours de présenter ou revenir sur les types prédéfinis en Java. Vous savez maintenant déclarer une variable, ce qui va vous permettre de mémoriser une donnée utilisable dans un programme. Que faire maintenant si l'on souhaite changer la valeur d'une variable qu'on a au préalable déclarée? Eh bien pour cela, il faut utiliser la notion d'affectation. Nous avons déjà eu l'occasion d'en croiser quelques exemples informels précédemment. Pour réaliser une affectation, je vais utiliser le symbole égal en respectant la syntaxe suivante. À gauche de l'expression, je spécifie l'identificateur de la variable, ensuite évidemment mon symbole égal, et finalement la nouvelle valeur que je veux désormais stocker dans ma variable. Alors il est très important de comprendre que, et nous aurons l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus loin, qu'une affectation n'est pas une égalité mathématique, son rôle est de changer la valeur d'une variable en cours d'exécution d'un programme. Supposons que dans un programme, j'ai déclaré deux variables n et n carré. N a été déclaré et initialisé à 4, alors que n carré n'a pas été initialisé. Je souhaite mettre une valeur dans n carré en utilisant la notion d'affectation. Comment va se dérouler une affectation de cette nature? Alors, il faut savoir que l'exécution d'une telle instruction va se décomposer en deux temps. La première chose qui va être réalisée, c'est l'évaluation de l'expression qui est à droite du symbole égal. Donc ici, cette évaluation va me donner la valeur 16. Dans un second temps, je vais stocker la valeur ainsi évaluée dans la variable n carré, ce qui me donne ici pour résultat d'avoir dans la variable n carré la valeur 16.
Pour résumer, la syntaxe de l'affectation en Java est la suivante. On donne le nom de la variable, suivi du symbole égal, et suivi d'une expression valide en Java. Donc l'expression peut être quelque chose de tout à fait élémentaire, comme ici une valeur littérale, comme ça peut être quelque chose de plus complexe, comme ici. Bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur les expressions. La chose importante à respecter est que l'expression doit calculer une valeur qui doit être du même type que la variable. Et petit détail syntaxique à nouveau, ne pas oublier le fameux petit point-virgule à la fin de l'instruction d'affectation. Revenons maintenant un peu sur la comparaison affectation-égalité mathématique. Toutes les deux vont utiliser le signe égal et également la notion de variable. Simplement, si en mathématiques je rédige ce genre d'expression, je signifie que les variables a et b auront toujours les mêmes valeurs au cours du temps. Par contre, l'affectation en programmation est un mécanisme différent parce qu'il va être dynamique, donc va dépendre du temps. Prenons un cas concret. Imaginons ici que A stocke la valeur 1 et B stocke la valeur 2. Si j'exécute maintenant cette première instruction, je commence, comme on l'a vu tout à l'heure, par évaluer l'expression qui est à droite de l'affectation, ce qui va me donner 2. Et ensuite, je vais stocker cette valeur, ce 2, dans la variable A, ce qui me produit le résultat suivant. Maintenant, prenons le cas de la seconde instruction et plaçons-nous dans les mêmes conditions de départ, avec un A stockant 1 et un B stockant 2. Si j'exécute maintenant cette instruction, comme tout à l'heure, j'évalue ce qui est à droite de l'affectation, A, qui me retourne 1, et ensuite, je stocke ce 1 dans B, ce qui me donne cette situation. Donc, on voit bien qu'en programmation, dans les deux cas, A et B, effectivement, ont les mêmes valeurs, mais ce ne sont pas les mêmes valeurs au cours du temps. Qui plus est, si plus tard l'une des deux variables est modifiée, l'autre ne l'est pas. Par exemple, si A est ensuite modifié en 3, B garde sa propre valeur, par exemple 1 dans le cas de la seconde affectation. Autre exemple, si en mathématiques je rédige une relation de cette nature, je signifie que A et B vont toujours vérifier cette relation au cours du temps. Par contre, si j'écris strictement la même chose en programmation, on verra que l'incidence sur A et B est différente. Donc ici, je commence par exécuter cette instruction, ce qui aura pour issue de stocker 5 dans A. Ensuite, j'exécute cette instruction d'affectation. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va donc évaluer A plus 1 qui me produit 6, puis ensuite stocker ce 6 dans B, ce qui me produit ce résultat. Donc à ce stade, on a effectivement que A et B respectent cette relation. Par contre, si je passe à l'instruction suivante, donc ici, je vais modifier la valeur de A pour y stocker un 2. Et à ce moment-là, on voit que la relation n'est plus respectée. En raison de ce que nous venons de voir, il est parfaitement licite en programmation d'écrire ce genre de tournure. C'est d'ailleurs une tournure très utile et que vous allez rencontrer de façon récurrente dans des exemples. Donc, que se passe-t-il si j'exécute ce genre d'instruction? Partons d'un cas concret avec un A initialisé à 1. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, on commence par évaluer cette partie de l'affectation qui produit 2. Et seulement dans un second temps, on va mettre ce 2 dans A, ce qui produit ce résultat. Donc, lorsque j'écris ce genre de choses en programmation, je ne signifie pas comme en mathématiques, que la relation A égale A plus 1 doit toujours être respectée, ce qui peut me poser un certain nombre de problèmes en mathématiques ici en l'occurrence. Je signifie simplement que je suis en train d'augmenter de 1 la valeur de A. Dernier volet lié aux fondamentaux sur les variables, la notion de constante. Donc nous avons vu que l'affectation nous permet de modifier la valeur d'une variable après sa déclaration. Il existe cependant des situations où ceci n'est pas souhaitable. Par exemple, ici, j'ai un programme qui veut travailler avec la vitesse de la lumière, et on sait que cette vitesse de la lumière est constante tout au long de l'exécution du programme, ne va pas être amenée à changer. Donc, on va préciser que cette donnée ne peut pas changer. Et dans ce cas-là, il faut le faire en précédant la déclaration de la variable en question par le mot réservé final, qui veut dire que une fois une valeur de base attribuée, on ne peut plus modifier la valeur de cette variable. Donc ici, par exemple, si j'ai déclaré ma constante comme ceci, la constante vitesse de la lumière, si par la suite j'essaye d'en altérer la valeur au moyen d'une affectation, j'aurai une erreur de compilation. Vous noterez au passage qu'il existe également des conventions pour le nommage des constantes en Java. Ici, l'identificateur pour ma constante vitesse de la lumière est constitué de différents mots, tous écrits en majuscules et séparés par des soulignés. Il s'agit là d'une convention usuelle de nommage pour les constantes à laquelle je vous recommande d'adhérer.